Parce que ce soir, on a Monsieur Tristan qui est là, et puis dans le public, on a aussi Pierrick. Ah ben, on peut applaudir Pierrick, parce que quand il chante, Pierrick, c'est pas rien. Et quand vous voyez son nom, Pierrick, écrit comme ça, avec un K à la fin, un truc, un nom pas de chez nous, pas de Toulouse quand même, et ben vous pouvez aller le voir. C'est toujours excellent ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il reviendra chanter dans notre émission. Voilà, moi je dis ça. Oh, ah ben tiens. Ah ben, on a un philosophe avec nous. Oui, je m'excuse auprès de nos auditeurs qui ne peuvent voir ce magnifique artefact capillaire que j'arbore, qui m'a été tricoté par ma belle-mère. Un magnifique bonnet rouge et blanc, qui rappellera un personnage de livre pour enfants à certains d'entre vous. Je voudrais juste... Peut-être dire comment tu t'appelles, Monsieur Baruch d'Espignolade. Ouais, j'attendais de me présenter après Monsieur Christophe. Vous êtes bien aimable. Je voulais juste commencer par dire que c'est pas tous les jours qu'on peut tacler un collègue chroniqueur en direct et que Captatio Belenveniane, c'est du latin. Et Aristote, il écrivait en grec. Voilà. Val, si c'est... Et alors, Val, si c'est pas lire le grec, et c'est pas demain qu'il pourra lire la rhétorique. Voilà. Quand on fait de la philo, on en fait ou pas... voilà. Pas à moitié, s'il vous plaît. Donc, je me présente, Baruch d'Espignolade, spécialiste en lentilles optiques et arachnides, philosophe, lui, à 16 heures perdues, et philosophe perdu à 16 heures, et aujourd'hui déjà un peu en vacances. Ce soir, comme il s'agit de notre dernière séance, avant de prendre une pause bien méritée, je voudrais, en guise de conclusion, revenir sur le chemin, ici parcouru lors de ces quelques mois pendant lesquels nous tentâmes ensemble. Mais oui, mais non, Monsieur Christophe, ne faites pas toujours ces mêmes yeux ahuris qui vous font ressembler à un goby face à un décapsuleur. Vous en étiez, vous aussi, vous avez uni votre cerveau au nôtre, vous avez permis de faire avancer la pensée hors des sentiers bordés de chemises blanches, de caméras, de petits points serrés. Bon, nous tentâmes ensemble, donc, d'élaborer cette fameuse contre-histoire de la philosophie à laquelle je proposais de donner naissance. Rappelez-vous, lors de notre première rencontre, nous découvrions qu'on ne peut pas dire couille à la radio, quand d'autres disent bite à tour de bras. Ce qui m'obligea à modifier temporairement mes principes d'édification des foules, livre destiné aux imbéciles qui auraient encore confiance en la politique des vieux mammouths croyant nous gouverner, alors qu'ils ne font que se diriger droit dans le mur en nous entraînant dans leur sillage. Et que les fondements de la philosophie ont bien plus rapport avec le cul d'Agathon, le préféré de Socrate, n'en déplaise à Platon qui avait les fesses plates, qu'avec les bases d'une réflexion construite sur l'intelligence. Dans une deuxième séance, qui nous mena aux limites de ce que Paul Robert Sartre appelait la science appliquée aux esprits les plus mous, c'est-à-dire aux holoturies, plus couramment appelées limaces de mer, nous nous sommes posé la question de savoir si la philosophie ne serait pas un couteau suisse épistémologique parce qu'elle nous permet de comprendre plein de trucs. Auquel cas, le philosophe serait un MacGyver paradigmatique, concluant que, fort heureusement, la coupe de cheveux n'a rien à voir avec l'esprit de déduction. Sinon, Bernard-Henri Lévy serait bien plus célèbre que Gilles Deleuze. Tant pis. Lors de notre troisième séance, nous nous penchâmes sur cet épineux problème qui turlupine la métaphysique depuis sa création par Henri-Luc Aristote, le même qui a écrit la rhétorique, mais en grec. L'être est-il pour la mort ou se relèvera-t-il d'entre les zombies pour attaquer les supermarchés ? Problématique à laquelle nous avons répondu grâce aux travaux plus qu'avancés de Louis-Georges Romero et Antoine Craven, avançant l'hypothèse que la cervelle n'est peut-être que la partie émergée de l'entendement, surtout lorsqu'elle a été partiellement dévorée, et que nous pouvons encore partager avec d'autres nos pensées les plus profondes, la preuve en est Jean-Jean Onfray. Dans une cinquième séance, oui, monsieur Delamouille, vous êtes bien planqué dans le public, et vous vous permettez des critiques tout en mettant des mains aux fesses des étudiantes en leur proposant d'adhérer à l'UMP, Je vous entends, j'ai pas dit quatrième, on verra plus tard, c'est bon. Contrairement à la police dans les manifestations, je sais encore compter. Il y a d'ailleurs un très beau poème de Jean-Luc Godard à ce sujet, vous devriez le relire. Dans une cinquième séance, donc, suivant les travaux de Jean-André Pascal, qui déclarait dans son opuscule Réflexions accoudées au bar « Je ne sais plus pourquoi opter tant la diversité qui s'offre à nous est enivrante. La preuve, regarde, entre ces deux verres de Chinon posés devant moi, je ne peux choisir ni celui-là, ni celui-là. » Bon, en vrai, il n'y en avait qu'un. Nous nous sommes efforcés de saisir l'opportunité ou non de faire un choix. Ce à quoi nous avons répondu, boire ou saviner, pourquoi hésiter ? Enfin, dans une sixième et exténuante septième séance, vous voyez, monsieur Christophe, c'est fou ce que nous avons pensé cette année, non ? Oui, c'est dingue. Nous nous sommes demandé si, lorsqu'on est de gauche, on peut se permettre d'être en retard et de ne pas porter de cravate. Apportant la réponse suivante, on s'en fout un peu, sauf si ça peut faire chier François H et Angela M, voire Christine Lagarde. Mais merde, j'ai dit son nom. C'est un peu comme si Mouduc disait cul. Bon, allez, j'ai dit un gros mot, désolé. Allez. Mais surtout, dans une quatrième séance qui s'est avérée être la plus profonde,
et sans doute celle qui nous demanda de faire la plus grande partouze de cerveau jamais organisée, nous mîmes en place une ontologie géographique, sachant que l'ontologie, c'est tout ce qui a rapport à l'être et que le géographique, c'est ce qui a rapport au lieu, à la localisation. Vous vous en rappelez? Voilà. Ouais. Une ontologie géographique, ce serait donc ce qui définit l'être par rapport à un lieu. Son but visait ainsi à répondre à la question « où est ?» Question à laquelle nous avons cherché une réponse en analysant le concept incompréhensible développé par Jean-Patrick Heidegger, le Dasein, terme que l'on peut traduire en français par un approximatif « être là », et qui nous a permis de mettre au jour le fait que tout étant un lieu, alors tout étant peut répondre « je suis là », et que donc à la question « où est ?» une seule réponse est possible « je suis là ». Sauf que bon, force est de constater que, comme d'habitude, nous ne sommes quand même que 3 pelés et 2 tondus à nous bouger comme des forcenés pour faire en sorte que ça change, et que les 4 millions qui battaient le pavé en criant qu'ils étaient, ce jour-là, pourraient bien se réveiller. Alors, sauf ceux qui gueulaient qu'ils étaient flics et peuvent se rendre directement à Béziers, où ils ont de nouveaux amis calibre 9 mm. Donc, une fois encore, je voudrais poser cette question sur laquelle vous allez plancher pendant que vous irez polluer les plages espagnoles et grecques avec vos portables. Pensez à leur laisser quelques euros en passant, hein, ils en ont besoin. Histoire de ne pas trop vous ramollir du bulbe, où est, voire où sont. N'oubliez pas que, comme à chaque fois, il y a des pièges, hein, des êtres qui se ressemblent et pourront tenter de vous embrouiller, comme lors des élections quand on vous dit qu'il y a un programme politique et économique alors qu'on n'a qu'un programme économique, celui consistant à s'en mettre plein les poches. Il faudra donc faire preuve d'intelligence et de discernement, ce dont les auditeurs de cette émission sont largement pourvus, ça ne fait aucun doute. Allez, bonne soirée, bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée. Salut! Bravo. Ah, ça fait mal à la tête, Baruch d'Espignolade.